Bonjour. Aujourd'hui, on explore un sujet important. Le fonctionnement de l'école inclusive en France, plus particulièrement au niveau primaire. Comment l'école s'organise en fait pour accueillir au mieux chaque élève et surtout ceux qui sont en situation de handicap. Pour décrypter ça, on s'appuie sur des textes officiels, et du SCOL, Mon parcours handicap, ce genre de sources. L'idée, c'est de comprendre un peu qui fait quoi, quelles sont les lois, les aides. Oui, effectivement. Et le point de départ, le socle de tout ça, c'est clairement la loi de 2005. C'est elle qui pose ce principe fondamental, le droit à la scolarisation pour tous les enfants, sans distinction, et si possible, dans l'école la plus proche de chez eux. Ah oui, l'école de quartier. Voilà, c'est vraiment ça, le cœur de l'école inclusive. Et la loi définit aussi le handicap comme une limitation d'activité, une restriction de participation à la vie sociale liée à une altération de fonction. D'accord. Donc ce droit à la scolarisation, c'est la base. Mais concrètement, dans une classe, comment ça se traduit? Quels sont les dispositifs mis en place? J'ai vu qu'il y avait différents plans. C'est ça. Alors, il faut distinguer principalement trois choses. D'abord, le PPRE. PPRE. Oui, Programme personnalisé de réussite éducative. Ça, c'est pour des difficultés scolaires, on va dire passagères, pas forcément liées à un handicap reconnu. Ok, difficultés passagères. Ensuite, il y a le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé. Là, on est sur des troubles spécifiques des apprentissages, type dyslexie, dyspraxie. Bon, ça demande un avis médical, mais pas forcément une reconnaissance de la MDPH. D'accord. Et le troisième, alors, c'est celui spécifique en handicap. Exactement. Le PPS, projet personnalisé de scolarisation. Lui, il est incontournable dès qu'un handicap est reconnu par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Ah oui, la MDPH. Voilà. Et c'est ce PPS qui va définir toutes les mesures d'accompagnement. Les aides humaines, matérielles, les aménagements pédagogiques. Donc la MDPH, elle est vraiment au centre du jeu, si on peut dire. C'est par là qu'il faut passer. C'est le passage obligé, oui. Le fameux guichet unique. La MDPH, ses missions, c'est d'abord accueillir, informer les familles et surtout évaluer les besoins précis de l'enfant. Une évaluation. Oui, faite par une équipe pluridisciplinaire. C'est fondamental pour bien cerner ce dont l'enfant a besoin. Et suite à ça, c'est une commission au sein de la MDPH, la CDAPH, La CDAPH. Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est elle qui prend les décisions officielles. D'accord. Orientation, attribution d'une ASH, matériel adapté. C'est la MDPH qui notifie ces décisions, qui les rend officielles. Compris. Donc, la MDPH évalue, la CDAPH décide, et ensuite sur le terrain, dans l'école. Qui intervient au quotidien? Qui sont les acteurs clés? Alors, sur le terrain, c'est un vrai travail d'équipe. En première ligne, bien sûr, il y a l'enseignant ou l'enseignante de la classe, Oui. qu'il soit ordinaire ou spécialisé d'ailleurs. Son rôle, c'est d'adapter sa pédagogie, ses supports de cours. Adapter l'enseignement. Tout à fait. Et puis, il y a l'AESH, l'accompagnant d'élèves en situation de handicap. L'AESH, oui, on en entend beaucoup parler. Ben oui, c'est normal. Son intervention est décidée par la CDAPH et il ou elle apporte une aide directe à l'élève. Aide en classe pour se déplacer, manipuler le matériel, communiquer parfois. C'est un soutien vraiment crucial. Et il y a quelqu'un pour coordonner tout ça, j'imagine? Pour faire le lien? Oui, justement. C'est le rôle de l'enseignant référent. C'est un enseignant spécialisé qui est un peu le chef d'orchestre du parcours de l'élève. D'accord. Il fait le lien entre la famille, l'école, la MDPH. C'est lui qui organise et anime les SSS. Les SSS. Les équipes de suivi de la scolarité. C'est là que le PPS est discuté, construit avec tout le monde et ajusté si besoin. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le directeur ou la directrice d'école, toute l'équipe éducative et les parents. Oui, les parents, partenaires essentiels. Absolument. Bon, on voit bien l'organisation et les acteurs. Maintenant, très concrètement, quel genre d'outils ou d'aménagements peuvent être mis en place grâce au PPS? Des exemples. Alors, les possibilités sont assez larges, l'idée étant toujours de compenser la situation de handicap pour que l'élève accède aux apprentissages. Ça peut être du matériel pédagogique spécifique, Comme quoi, par exemple? un ordinateur avec des logiciels particuliers, une plage braille pour un élève malvoyant, un clavier adapté, des supports visuels agrandis, des choses comme ça. Le numérique aide beaucoup aujourd'hui. Oui, j'imagine. Ça peut être aussi, bien sûr, l'aide humaine de l'ASH dont on parlait, soit une ASH individuelle, dédiée à un seul élève, soit mutualisée,
pour plusieurs élèves. D'accord. Et puis, il y a des aménagements plus structurels. L'orientation vers une classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, qui est une classe spécialisée au sein d'une école ordinaire. Ah oui, les Ulysses. Voilà. Ou des aménagements d'emploi du temps, des adaptations pour les contrôles, les examens, comme le tiers-temps, par exemple. Bien compris. C'est assez vaste, en fait. Alors si on essaye de résumer un peu les points importants qu'on a vus. L'inclusion en primaire, ça part d'un droit fondamental, celui de la loi de 2005. C'est ça. Ça passe par une étape clé d'évaluation et de décision centralisée au niveau de la MDPH et de la CDAPH. Tout à fait. Ça se concrétise via des plans personnalisés, surtout le PPS pour le handicap, et ça repose sur une équipe d'acteurs sur le terrain qui travaillent ensemble. Oui. Enseignants, AESH, référents, direction, parents. Et tu utilises des outils et des aménagements adaptés aux besoins. C'est une bonne synthèse du cadre, oui. Le système est là. Et peut-être pour finir, une petite question pour aller plus loin. Oui. Au-delà de ces dispositifs, de ces structures qu'on a décrites, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on s'assure vraiment au quotidien et sur la durée que les adaptations qu'on met en place répondent finement et de manière continue à l'évolution des besoins spécifiques de chaque enfant. Bonne question. Comment on fait pour que ça favorise pas juste l'accès aux cours, mais aussi une vraie participation sociale, un épanouissement global en fait. C'est peut-être ça le défi permanent ?